fois ravi de vous accueillir pour cet atelier qui est organisé par le projet RISE 2, dans le cadre donc, de ses activités au Niger, financé par l'USAID, à travers notamment l'activité Terre aux Vies, mais également par le projet ProH et SCAL. Avec la participation des partenaires, notamment les activités de Save Children, le projet Wadata, mais également les activités de CRS à travers le projet DIRMA et sans doute aussi le projet Hamzari. Comme nous l'avons dit dans le programme, cette réunion va durer à peu près 1h30 et nous allons donc, avant d'attaquer le vif du sujet, résoudre quelques questions pratiques. L'atelier va se dérouler en langue française essentiellement, mais il y a une traduction qui sera faite donc en anglais. Et pour avoir donc la traduction en anglais, passez comme la diapositive le dit, voyez l'icône interprétation, vous cliquez là-dessus, vous allez avoir le choix entre l'anglais et le français. Choisissez la langue que vous souhaitez écouter. D'accord? Rapidement, tout le monde y est, j'imagine. Et ensuite, vous avez également donc, le choix. Après, pour ce qui concerne la projection, on a 2 écrans de projection, un en français et un en anglais. Et donc, pour choisir la projection que vous souhaitez, les diapositives, la langue des diapositives, vous allez en haut de votre écran, option d'affichage, vous cliquez là-dessus, vous allez avoir donc le choix entre 2 présentations. Là, c'est écrit avec des noms, mais chez vous, vous allez voir que vous avez le choix entre anglais, PSW Support, et français, PSW Support également. Vous choisissez donc la langue de la présentation et vous aurez des diapositives dans la langue que vous souhaitez. Vous y êtes, j'imagine. Encore une fois, merci. Mon nom, c'est Nazoum Yahya. Je suis enseignant-chercheur, hydrogéologue de formation et j'ai la lourde mission de faire en sorte que cette réunion se passe de manière la plus fluide possible et aussi surtout la manière la plus fructueuse. Pour planter le décor, mesdames et messieurs, je voudrais simplement vous rappeler que le Niger aujourd'hui, c'est 25 millions d'habitants, l'estimation 2023, avec un taux de croissance d'à peu près 3,7% de croissance de population, ce qui laisse présager un doublement de notre population à l'horizon 2050. 25 millions sur à peu près 400 000 km². Je ne me suis pas trompé. 400 000 km² sur 1 267 000 km², c'est pour vous dire la concentration, là où se trouve la population du Niger. Et cette zone est couverte par un climat aride et semi-aride, caractérisé par des températures pouvant dépasser 50 degrés, une forte variabilité des précipitations dans le temps et dans l'espace, mais aussi des impacts très importants de cette variabilité et du changement climatique sur les moyens de subsistance de nos populations qui sont l'exploitation donc de nos ressources naturelles, en l'occurrence l'eau et les terres. Le survie donc et le développement de notre population dépend et dépendra davantage encore de la gestion de nos ressources, et particulièrement les ressources en eau. Le Niger est doté en ressources en eau souterraines, mais ceux qui sont les plus accessibles, ce sont les eaux de surface, à travers les mares, les cours d'eau et les plans d'eau artificiels. Le Niger, c'est à peu près 1000 mares, dont 175 permanentes, 120 retenues d'eau qui sont les barrages. Le Niger s'est doté d'un certain nombre de politiques et de stratégies, parmi lesquelles le Code rural pour la gestion donc, des terres, la gestion durable des terres, mais également le PAGIR qui est donc notre programme, notre stratégie en matière de gestion des ressources en eau. Et cette stratégie privilégie donc la gestion intégrée des ressources en eau de manière holistique en prenant en compte l'ensemble donc de l'environnement et notamment les terres. Le projet RISE 2, à travers l'activité Terre aux Vies, a aidé à renforcer donc les capacités des communautés, mais aussi les capacités des structures en gestion des bassins et des sous-bassins, mais également donc à adopter des outils de gestion intégrée des ressources en eau en collaboration avec d'autres programmes financés par l'USAID, Wadata, Kirma, Hamzari, mais aussi avec le PAM et bien d'autres partenaires qui sont en ligne avec nous aujourd'hui. C'est pour ça que nous avons organisé cet atelier qui a surtout pour objectif de partager les expériences de la prise en charge des services multi-usage de l'eau de surface
par le projet Terre aux Vies en collaboration avec tous ses partenaires. Et en deuxième position, aussi permettre aux participants de questionner ces approches, mais aussi de partager les autres approches que vous avez eu à mettre en œuvre dans vos différentes zones d'intervention. Voilà donc l'objectif. Et pour nous permettre donc de discuter et de partager, il y aura donc une présentation qui sera assurée par un panel de 5 spécialistes qui ont eu à contribuer dans ces différentes activités. Je voudrais parler au nom d'abord de Terre aux Vies. Vous avez M. Al-Husseini Issaka, qui est le leader donc, de la composante sécurité à l'eau au niveau donc, de l'activité Terre aux Vies et qui est donc au niveau de Winrock, qui va prendre la parole et qui va faire l'essentiel des présentations. Il sera donc suivi et complété par Saleh Boukari, coordonnateur régional au niveau de la région de Zander de Terre aux Vies, toujours au niveau de Winrock. Ensuite, M. Kamizou Issa, coordonnateur technique de la sécurité alimentaire dans le cadre de l'activité GIRMA, projet GIRMA de CRS, viendra également compléter sur les questions, sur les activités réalisées par CRS. Ensuite, M. Sani Abou, qui est donc au niveau donc, du PAM, va nous parler également de la contribution du PAM dans ses activités avant que M. Hamissou Mara complète ce panel coordonnateur donc, de gestion du service de l'eau de Wadata au niveau de Save Children viennent donc apporter également sa contribution. Mais avant tout cela, mesdames et messieurs, permettez-moi de passer à la partie, j'allais dire, officielle de cet atelier, qui est le mot de bienvenue, mais également qui nous permettra donc de replacer l'intérêt de l'USAID dans le cadre de cette activité. L'USAID qui sera représenté par Mme Precious Sancho, qui est conseillère WASH au niveau de l'USAID, à qui je donnerai la parole pour nous prononcer le discours d'ouverture de cet atelier. Mrs. Precious, you have the floor. Thank you very much. Merci beaucoup. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Et merci pour votre assistance à cet événement très important pour l'évaluation, la gestion et la sécurité des ressources en eau au Sahel. Je m'appelle Precious Sancho et je suis conseillère de WASH basée à Washington. Ce travail, cet atelier est le résultat des collaborations financées par le BHA en 2022 et 2023 entre ProHSL, Terre aux Vies et d'autres partenaires au Niger. Même si le Niger est un pays riche en ressources en eau souterraine, c'est aussi un pays très vulnérable aux inondations, aux sécheresses et à la pluviométrie variable, comme le professeur Nazoumou a déjà dit. Ces problèmes ont été aggravés par le changement climatique. D'après le WFP, en 2022, presque 20% de la population du Niger sont subis à une insécurité alimentaire et la malnutrition est un problème très important chez les enfants. Donc, le partage des informations et des connaissances autour des ressources en eau locales est un élément critique du renforcement des services en eau pour cette population si vulnérable. Nous savons que les informations sur les ressources en eau souterraines ne sont pas toujours disponibles pour toutes les parties prenantes, surtout celles au niveau local. La collaboration et la communication sont essentielles et toutes les voix doivent être entendues. C'est seulement avec un partage efficace des connaissances que nous allons pouvoir nous avancer vers une meilleure sécurité des ressources en eau. En même temps que nous subissons les effets d'un climat en pleine évolution, la sécurité et la gouvernance de l'eau sont plus importants que jamais. Nous avons tous et chacun notre rôle à jouer en renforçant nos écosystèmes et en réalisant un avenir plus durable et plus résilient. L'USAID est fier de ses partenariats et de ses efforts déployés pour garantir cette sécurité des ressources en eau. Nous allons continuer à collaborer au Niger et dans la région plus large. Nous avons hâte de voir un avenir avec des ressources en eau plus sécures et plus riches. Un grand merci à toutes et à tous et profitez de cet atelier. Merci beaucoup. Thank you, Ms. Precious, for your intervention. Merci en tout cas, cela nous rappelle vraiment tout l'intérêt que l'USAID accorde à ces activités et surtout nous rassure de la continuité donc de l'appui de l'USAID à nos vaillantes populations dans le cadre du renforcement de leurs capacités. Sans plus tarder, nous allons donc passer à la partie de la présentation qui durera 20 minutes
et qui sera assurée par M. Al-Husseini Issaka au nom de l'ensemble de l'équipe, mais qui pourra être soutenue au cours de l'exposé ou pendant la séance de questions-réponses par les 4 autres intervenants représentant les autres structures qui ont contribué donc à cet atelier. Monsieur Al-Husseini, vous avez la parole. Vous avez 20 minutes. Merci, Monsieur Nazoumou. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir à toute l'assistance. Mais juste pour spécifier, Suzanne, je suis en anglais. On peut me ramener en français, c'est mieux. Nous allons résoudre ça rapidement. Alors, pour nous, on vous entend en français, Al-Husseini. C'est la présentation qui voulait en anglais, en français plutôt. Alors, le décor a été planté. Nous allons essayer de voir de façon concrète et pratique ce qui a bien pu être mis en œuvre par les différents partenaires en termes d'expérience originale, de collaboration, d'intégration, n'est-ce pas, de superposition et d'innovation à partir du financement de l'USAID, plus précisément dans la région de Zander. Alors, comment favoriser la gestion concertée et durable des mares? Next. Alors, en termes de localisation, nous devons spécifier que ce projet, en tout cas, prend en compte 3 zones spécifiquement, terre au vie pour le Niger, qui sont situées dans des sous-bassins versants, notamment le Darel Bosso avec la région de Tilaberi, le Goulbe Maradi pour la région de Maradi et la Korama pour la zone de Zander. Alors, ces zones-là, nous avons des communes dans lesquelles nous intervenons. Donc, ces communes-là sont en réalité nos portes d'entrée. Donc, tout ce qu'elles comportent comme institutions communales, c'est avec elles que tous les partenaires, notamment Wadat, Girma, PAM, ont travaillé pour faire ce qu'ils ont pu faire. Donc, on doit noter que, en tout cas, la sécurité de l'eau est au cœur des objectifs de Terre-au-vie. OK? Donc, étant dit que la sécurité de l'eau joue ce rôle prépondérant, en termes de voir la disponibilité de l'eau, son accès durable, ainsi que la qualité des eaux, cela fait en sorte que, effectivement, tous ces partenaires-là se sont inscrits dans la logique de voir effectivement comment rentabiliser ces ressources disponibles. En réalité, la connaissance d'une bonne partie de ces eaux-là, qu'elles soient souterraines ou de surface, a contribué de façon indiscutable à voir qu'au Sahel, toutes ces sources sont utilisées. Elles sont utilisées dans plusieurs usages, donc le multiple usage qui permet de tirer le meilleur profit quand même de toutes ces eaux-là qui en sont sur la partie multiple usage, n'est-ce pas, réellement fait sur différents types de mares. Donc, qu'elles soient des mares permanentes, semi-permanentes, Nazoum en a dénombré un certain nombre, on connaît 1 millier avec une centaine qui sont permanentes. Mais au niveau de ces mares-là, effectivement, des activités d'irrigation, de pêche, même d'activités productives avec quelques entreprises mineures, en tout cas, faire en sorte que ces eaux de surface sont réellement bien utilisées. Mais pour qu'elles soient bien utilisées, la gestion intégrée de ces ressources-là doit se faire au niveau local. Et c'est cela qui a permis à ces partenaires-là de s'inscrire dans cette logique de localiser, d'être au niveau communautaire et communal pour pouvoir aider en réalité ces communes-là à tirer le meilleur profit des ressources dont elles ont la responsabilité et dont ils ont la disponibilité. Next.
En termes de mares disponibles, ici, nous pouvons voir un peu quelques parties de ces différentes mares-là. On en a des grandes, on en a des petites, on en a qui sont en chaîne. Mais ici, c'est pour spécifier qu'en fonction de ces différentes mares-là, les partenaires ont intervenu. Quand nous prenons un peu du côté de Bandé, c'est spécifiquement Girma et PAM. Du côté de Bouchi, nous avons Terovi, Girma et PAM. Du côté de Gidigir, c'est plutôt Gidigir, Gidimouni. On a Terovi, on a le PAM, on a Wadata. En tout cas, qui ont eu à mettre en œuvre beaucoup d'activités en commun pour pouvoir viabiliser toutes ces mares-là. Next. Alors, pour quelques marques, nous avons fait le focus là-dessus. C'est notamment le lac de Gidimouni, la mare de Gidimouni qui est juste en pleine ville de la commune rurale de Gidimouni. On a la mare de Karamassou, qui est un peu au sud-est de Gidimouni, et la mare de Mouni, qui est du côté de Bouchi. Donc, ces mares-là, effectivement, tous les partenaires se sont mis ensemble pour apporter des activités de complémentarité, des fois des activités séquencées, des activités superposées, mais des activités quand même qui font du sens pour ce commune-là. Un petit exemple d'intervention avec Girma, dans les zones où nous avons vu collaboration Girma, PAM, Terovi, des activités, par exemple, de lutte contre le typha australis ont eu lieu, la sécurisation des couloirs de passage, des aires de pâturage, la promotion de la riziculture, de la pisciculture et même quelques constructions de quelques points d'eau comme des PEA pour vraiment rentabiliser en fait les eaux souterraines de la zone. Pour Wadata, c'est le séquençage, le layering avec Terovi dans la mise en place des conventions locales, la promotion de la pêche, le maraîchage, l'élevage. En tout cas, toutes ces activités ont été menées de concert pour pouvoir faire des interventions, j'allais dire, séquencées sur ces mares-là. Avec toujours Terovi qui met en place aussi, qui a mis en place aussi d'autres activités qui viennent en soutien aux autres activités des autres partenaires. Next. Alors, la collaboration. Pourquoi la collaboration? La collaboration, nous le savons très bien, est faite en sorte, j'allais dire, elle découle un peu de l'orientation de l'USAID dès le départ du projet, des projets, j'allais dire. Je me souviens en 2019, il y avait une réunion où, j'allais dire, l'USAID a donné les orientations claires par rapport à toutes les activités qui vont être menées sur le terrain. Il y a des luttes qui ont été mises en place par rapport à certaines activités. Donc, ce qui fait que, en fin de compte, c'était devenu un réflexe au sein de tous les projets financés par l'USAID, d'où des planifications régulières, n'est-ce pas, sont faites avec des mises à jour régulières et des projections des activités pour convenir des rôles des acteurs, la répartition des responsabilités, le partage de responsabilités pour faire en sorte que au niveau de ces communes-là, au niveau de la gestion de ces ressources-là, de façon complémentaire, qu'il y ait des séquençages, qu'il y ait des superpositions, qu'il y ait des collaborations pour amener en fait chacun dans le respect de son mandat qui lui est attribué à aider les communes à réellement remplir le mandat qui est le sien. Donc, beaucoup d'acteurs sont là, j'allais dire, beaucoup d'acteurs ont intervenu, mais principalement ici, nous faisons le focus sur Terovi, Girma, Wadata et le PAM. Donc, la collaboration, n'est-ce pas, s'est faite de façon, j'allais dire, très fluide, avec de la variabilité dans la gestion des zones, comment on se complète dans les zones, comment les budgets des partenaires sont mis ensemble et comment, de manière coordonnée, en tout cas, la chance a été donnée aux communes
aux usagers et aux usages, n'est-ce pas, de pouvoir faire en sorte que tous ces acteurs-là se rencontrent dans les mêmes entités géographiques, tout en étant complémentaires par rapport aux institutions qui sont soit de l'eau, des institutions de la gestion durable des terres ou de la gestion des risques. En tout cas, de façon collaborative, l'opportunité a été donnée d'amener tout le monde à faire ce travail de façon collégiale. Next. Donc, j'ai déjà eu à le dire pour tous ces partenaires-là qui sont là, qui ont eu à utiliser, j'allais dire, l'existant. L'existant, c'est quoi? C'est qu'au niveau de chaque commune, au niveau des communes, nous avons ces différentes institutions que nous avons accompagnées de façon groupée, n'est-ce pas? Mais de façon aussi, j'allais dire, séquencée ou bien de façon superposée. Notamment quand nous prenons Wadata, Girma et puis le PAM, le focus était sur le groupement maraîcher, les pêcheurs, les éleveurs, nous allons le voir un peu plus tard. En tout cas, les activités qui ont été déroulées par ces partenaires-là, bien sûr en collaboration avec Terrovi qui vient avec le soutien de la sécurisation foncière, les guides d'élaboration des conventions locales. Pour Terrovi, c'est effectivement le projet, du moins l'accompagnement des COFODEP, la commission foncière départementale, les commissions foncières communales, les commissions foncières de base, ainsi que les comités locaux de l'eau, pour ce qui est de l'AGIR. En tout cas, tout ce beau monde s'est mis ensemble pour pouvoir aider ces collaborateurs, ces partenaires-là, à pouvoir implémenter des activités qui, au finish, leur reviendront. Parce que là aussi, la question de durabilité s'impose avec toutes ces combinaisons qui ont été faites et le renforcement des capacités de ces institutions-là fait en sorte que, en tout cas, les partenaires peuvent être fiers de pouvoir laisser quand même quelque chose qui pourra continuer après le next. Alors, pour les différentes marques que nous avons vues un peu en amont, nous avons bien dit qu'il y a des marques temporaires, il y a des marques qui sont permanentes, des semi-permanentes. Donc, en termes de superficie, j'allais dire, les aménagements ont pu être faits en termes de soit ce sont des grandes marques ou bien ce sont des petites marques de 0,8 à 2 hectares. Des mises en valeur ont pu être faites en collaboration entre les partenaires. Donc, notamment, ce sont les marques de Gidimouni, les marques de Karamwasu et la marque de Mouni. Donc, au niveau desquelles des activités ont pu avoir lieu dans le respect, en tout cas, des impacts environnementaux et des évaluations environnementales. Next. En termes de gestion concertée, elle a été inclusive, j'allais dire, au niveau de ces mares-là, où, en fait, on avait trouvé plusieurs formes d'utilisation compétitive. Compétitive dans le sens où elles peuvent même être conflictuelles, mais avec l'intervention des partenaires qui ont pu prendre en main ces activités-là, ça a pu faire en sorte que, par exemple, au niveau de Bidimouni, les relations entre les usagers des différentes ressources naturelles ont pu être réglées de façon conviviale. De la même façon, à Karammassou, il y a eu des activités de gestion de conflits qui tournaient autour en fait, de la mare qui avait une vocation pastorale. À Mouni, c'est l'amélioration des usages multiples avec des activités que nous allons voir un peu plus bas. Next. Pour les outils utilisés
Le micro est fermé. Rebonjour à tous. Je pense que nous avons un petit souci au niveau de la connectivité. Je me demande, Alouceni, Alouceni est en mute. si vous êtes toujours connecté, on va réessayer et reprendre. Alouceni, est-ce que vous pouvez nous entendre? Oui, on vous entend. Ah, vous êtes de retour. Ça a Oui, coupé. Donc, je vous invite à reprendre au niveau des principaux outils utilisés. Ça a coupé vraiment au début de cette slide. D'accord. Alors, je disais par rapport aux outils utilisés, nous avons de façon collégiale avec les autres partenaires, effectivement, eu à utiliser les conventions locales. Conventions locales qu'on a pu élaborer et mettre en place avec la participation de GIRMA, de Wadata, de PAM. En tout cas, le séquencing faisait en sorte que certaines parties de la mise en œuvre basée sur le guide qu'on a devant nous sont prises en charge par un partenaire. L'autre partie est complétée par un autre partenaire et ça servait effectivement à ce que les utilisateurs, les usagers, n'est-ce pas, puissent décider d'eux-mêmes des règles de gestion pour garantir un accès équitable aux différentes ressources. Et pour cela, c'est dans réellement l'approche qui a permis de pouvoir juguler beaucoup de situations et à travers les activités qui ont été mises en place, notamment de sécurisation foncière, notamment de sécurisation des sites avec les balisages. En tout cas, le processus itératif entre les usagers, entre les partenaires et aussi les ressources a permis de pouvoir prendre convenablement les actions idoines. Le plan d'aménagement et de gestion, le PAG, qui lui, en fait, découle aussi des conventions locales, qui même ces conventions locales sont l'expression des SAP, le schéma d'aménagement foncier, mais pour la mise en œuvre, pour l'exécution, il fallait les plans d'aménagement qui permettaient de mettre en œuvre en fait tout ce processus avec l'appui des partenaires sur le terrain. Next. Alors, pour les activités, comme je le disais tout à l'heure, nous avons l'exemple des PAG. Donc, les PAG qu'on vient de voir tout de suite, là, le plan d'aménagement et de gestion, qui sont mis en œuvre de façon, j'allais dire, entre les partenaires. Ça a permis de prendre des mesures pour prévenir, j'allais dire, les contaminations de la nappe souterraine par les engrais. Et là, le séquençage faisait en sorte que Terrovi a réalisé l'étude des eaux souterraines, elle a remarqué ou elle a fait ressortir en tout cas certaines contaminations qui maintenant au niveau de GIRMA, de Wadata, lors des accompagnements des maraîchers, en tout cas prenaient en compte ces recommandations-là pour pouvoir faire une meilleure utilisation des engrais homologués ou même aller dans le sens des compostages. Le traitement des coris aussi a permis de pouvoir juguler et délimiter certains ensablements de mares dans des zones où les partenaires étaient en train d'intervenir. Donc, cela a permis de réhabiliter des zones de production agricole. Les couloirs de passage qui, deux fois, étaient problématiques, quand nous prenons Karamassou, par exemple, le couloir de passage qui menait à cette mare-là, donc faisait, n'est-ce pas, des situations conflictuelles. Donc, les partenaires ont travaillé ensemble de sorte que Terrovi a sécurisé avec le balisage. Maintenant, le partenaire GIRMA a fait la mise en valeur. La promotion du maraîchage, effectivement, avec la sécurisation de ces différents sites-là, a fait en sorte que des activités de petite irrigation et même de riziculture avec GIRMA a pu être réalisées. Le Typha australis, qui est une espèce envahissante, a pu être aussi traité par d'autres partenaires, mais que à la suite, GIRMA et puis PAM ont pu prendre valablement cela en compte pour pouvoir mener ces activités-là. Next. En termes de quelques chiffres réalisés,
nous avons autour de la mare de Moni, n'est-ce pas, plus de 200 personnes qui ont eu des formations de sensibilisation sur l'utilisation des engrais, notamment même la réalisation des compostages, l'engrais, j'allais dire, biologique. Donc, le balisage des couloirs de passage avec plus de 15 km réalisés. Je précise que pour certains balisages, Terrovi peut avoir commencé le balisage peut-être à un certain niveau et Girma continue ou bien Wadata continue pour finaliser selon les capacités des partenaires. Le balisage de plus de 1526 hectares, n'est-ce pas, qui a été fait avec l'aire de repos de Fagué, n'est-ce pas? Le balisage des mares de la mare de Karamassou, des actes fonciers, parce qu'il est très important de spécifier que toutes ces ressources-là, n'est-ce pas, devaient être sécurisées avec des actes fonciers comme le stipule le code rural. Le traitement des ravins, par exemple, à Bouchy, qui a permis de délimiter certains espaces pour permettre la réalisation de certaines activités par d'autres acteurs. Next. Toujours ces chiffres-là à Guidemouni, par exemple, les femmes ont pu bénéficier pour la mise en œuvre de leur approche multiple usage du service de l'eau. Elles ont eu à bénéficier de la formation sur le compostage qu'elles ont pu même réaliser, elles ont même pu amener l'activité jusqu'à être lucrative. Donc, elles font la réalisation de ces composts-là pour vendre à d'autres personnes. Et des séances de sensibilisation ont eu lieu, des couloirs de passage toujours ont été balisés. Des productions moyennes journalières sont faites avec 22 000 kg récoltés, des actes fonciers réalisés. Donc, tout ça, c'est, je précise, des activités qui ont été faites de façon complémentaire entre les partenaires. Next. Pour la mise en valeur des mares de façon selon PAM, n'est-ce pas? Ça, c'est typiquement le PAM qui a le lead. Donc, next, nous avons la réalisation de, n'est-ce pas, des champs de riziculture, j'allais dire des champs de maraîchage aussi, avec quelques critères qui ont permis de faire ces choix-là, notamment la disponibilité, le faible niveau de salinité, l'acte foncier qui sécurise en fait les investissements et avec quelques modalités de mise en valeur. Next. Pour les modalités de mise en valeur, c'est spécifiquement le focardage qui a pu avoir lieu. D'autres ont eu lieu, mais le focardage est quand même le plus focus pour permettre non seulement de produire des usages pour l'élevage, mais aussi de permettre l'empoisonnement, en tout cas des mares qui ont été focardées et des espaces récupérés au niveau de ces mares-là pour faire le maraîchage et la riziculture. Next. Toujours quelques réalisations du PAM avec des plans d'eau qui ont été mis en valeur pour l'abreuvement des animaux, pour les autres usages comme le maraîchage, plus de 204 hectares. De l'empoisonnement qui a eu lieu dans 19 mares avec plus de 52 hectares empoisonnés. 186 hectares pour la riziculture, 287 hectares pour le maraîchage. Donc, pour dire qu'au niveau de ces mares-là, récupérées par PAM, mais deux fois des parties valorisées ou mises en œuvre en termes d'activité de maraîchage ou de riziculture par soit Wadata, soit par Girma, ou bien avec l'accompagnement de Terrovi. Next. Alors, pour Guidemouni, nous avons eu quelques témoignages des femmes qui ont bénéficié de ces différentes interventions-là corrélées, des interventions collaboratives entre les partenaires sur des terrains qui ont été récupérés soit à partir de TIFA, soit à partir de récupération des terres ou soit à partir de la sécurisation qui ont permis à ces femmes-là, à ces braves femmes-là,
de dire qu'actuellement, elles sont en train de produire sur la base de la récupération de ces jardins-là qu'elles ont bénéficié. La même chose avec la deuxième dame qui témoigne de ce qu'elle a pu réellement récolter sur la base des efforts que les partenaires ont eu à faire. Next. Ok, ça ne bouge pas ici. Hein? Alors, les leçons apprises. En termes de leçons apprises, les partenaires ont essayé de prendre en compte la question du changement climatique, la variabilité climatique qui fait en sorte que pour ces mares-là, par exemple pour la mare de Karamassou, on a constaté un rétrécissement en fait, de ces mares-là, vu les conditions climatiques changeantes. L'utilisation des cartographies réalisées par, n'est-ce pas, nos collègues du SIG a permis de visualiser en fait les espaces et les usages potentiels parce que c'est la première étape. Les partenaires s'assoient pour regarder en fait ces cartographies-là et décider des différentes interventions et orientations à donner par rapport à ces mares-là. Il y a eu la valorisation des outils de la mare qui ont permis de visualiser et d'utiliser facilement les compétences des leaders communautaires qui ont eu à prendre cela en main. La synergie entre les institutions communales qui, au départ, peut-être n'y étaient pas. Chaque comité de gestion des conventions locales, le comité villageois de développement, les commissions foncières de base, les comités de gestion de l'eau, en tout cas, chacun vaquait dans son secteur. Mais avec ces interventions couplées des partenaires, ils ont été amenés à travailler ensemble, ils ont été amenés à comprendre qu'ils sont complémentaires les uns par rapport aux autres, ces comités-là, au bénéfice, n'est-ce pas, des populations, au bénéfice de la commune. Ça a permis de mettre en relief tous les usagers, pour tous les usagers, les liens entre les conventions locales, le schéma d'aménagement foncier, le SAF, et le plan d'aménagement et de gestion des ressources, en tout cas, qui sont retrouvées et qui sont utilisées par ces braves populations. Ça a permis de modéliser aussi les différentes approches de collaboration. Chaque partenaire, selon ses procédures, selon ses façons de faire, quand même, l'eau a été mise dans le vin et les gens et les partenaires se sont compris pour pouvoir agir dans ces contextes-là, dans ces régions et dans ces communes au bénéfice, n'est-ce pas, de ces vaillantes populations. Next. Conclusion normalement. Voilà. Ce que nous pouvons retenir, en fait, c'est que à partir des efforts fournis par ces partenaires-là, les mares, on a compris qu'elles ont des apports quand même très importants dans l'amélioration des conditions de vie des ménages et même de l'économie locale, avec ce qui a été produit en termes de maraîchage, de riziculture, en termes de pêche. En tout cas, ça a fait quand même changer, j'allais dire, l'économie locale. Ces mares sont assez productives. Alors, si on continue dans la même lancée, avec les mêmes partenaires ou bien d'autres partenaires, cela pourrait permettre, en tout cas, l'atteinte de la souveraineté alimentaire. De la même façon, les mises en œuvre ont permis d'avoir de la connaissance, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir plus de mobilisation de façon à ce qu'on ait des produits durables, inclusifs et pouvoir atteindre, n'est-ce pas, le changement au mieux de la vie de ces populations rurales. Ça a permis aussi de voir que toutes ces mares ont quand même de multiples usages avec des dimensions différentes, mais qu'avec une meilleure gestion, un meilleur apport des partenaires en rang groupé non dispersé pourrait permettre qu'on puisse utiliser leur plein potentiel. Les acteurs locaux, les utilisateurs, les partenaires, en tout cas la collaboration qui a eu lieu a permis de voir que cela, n'est-ce pas, est bel et bien réalisable. Cela est bien possible à dire que les partenaires peuvent se mettre ensemble, mettre leur capacité technique financière pour pouvoir travailler et donner en tout cas ce genre d'expérience qui peut bien sûr être amélioré, mais qui peut être utilisé par d'autres acteurs. Et c'est cela qui permet de nous dire que notre expérience
à marcher et que c'est possible. Merci. Merci, M. Al-Hosseini, pour cette brillante présentation. Nous avons juste des applaudissements pour lui, même numériques, depuis Washington, on les voit, sont les bienvenus. Merci encore une fois pour cette présentation. Je pense qu'on a juste dépassé un peu le temps qui est prévu, mais l'intérêt, n'est-ce pas, des résultats qui sont présentés peut permettre donc de bien accepter ce petit dépassement. Voilà pour ce qui est de la présentation. Je rappelle que cette présentation a été faite au nom de l'ensemble des 5 panélistes. Les autres panélistes sont là et on n'aurait pas l'occasion de leur donner la parole pour encore aller à l'intérieur, mais ils pourront parler dans le cadre de la session qui suit. Et cette session, c'est la session des questions-réponses. Voilà tous les acteurs qui ont intervenu à travers les différentes activités et projets, Terre au Vie, Jirma, Wadata et les bailleurs également, USAID, Terratech et Winrock pour ce qui est de la mise en œuvre et que sais-je encore, sans oublier donc le PAM pour sa précieuse contribution. Nous allons donc passer à la session des questions-réponses. Je disais que les autres panélistes vont intervenir selon les questions qui seront posées. Ils pourront donc compléter ce que Al-Hosseini a dit. Qu'est-ce qu'on retient globalement de cette présentation? C'est qu'en réalité, c'est le rôle ô combien important que jouent les mares dans le développement socio-économique de nos communautés, et particulièrement donc, dans cette région dont l'exemple a été ici présenté, qui est la région des Indes. Je rappelle que c'est la région qui dispose donc du plus grand nombre de mares au Niger, avec, il me semble, autour de 300 mares. Et donc, cela dénote l'intérêt qui a été porté. Des activités très précieuses ont été réalisées et ces activités vont du renforcement des capacités des structures locales et communales jusqu'à l'élaboration ou la mise en œuvre donc, des outils qu'on connaît, notamment le convention local, le plan d'aménagement de gestion. Et ces activités ont été conduites, comme il l'a précisé, en collaboration avec des chiffres clés de formation, des chiffres clés de longueur linéaire donc, de balisage et que sais-je encore d'autres, notamment donc, les aménagements des périmètres. On a vu également une contribution conséquente donc, du PAM dans le cadre de la mise en valeur donc, des mares, mais pas seulement, notamment donc, la réalisation des actes fonciers et la mise en valeur notamment pour l'abreuvage, mais également, n'est-ce pas, la réalisation donc, de l'empoisonnement. Les leçons tirées ont été clairement identifiées ici. Je voudrais simplement citer une, celle de la possibilité de synergie des actions entre les différents partenaires. C'est quelque chose, je crois, sur lequel nous devons creuser. Et cela a démontré que s'il y a une synergie entre les différents partenaires, nous pouvons encore atteindre des résultats plus importants. Et je crois que c'est cela surtout qu'il faut garder à l'esprit. Plus d'impact avec plus de partenaires dans le cadre d'une synergie et dans le cadre d'une collaboration, aussi bien en termes de moyens, mais aussi en termes de méthodologie. Voilà, nous allons ouvrir donc une séance donc, de questions-réponses. Nous allons prendre donc les questions et ces questions vont être donc rassemblées et ensuite, après, nous allons donner la parole aux panélistes pour qu'ils répondent. Donc, je regarderai pour voir tout celui qui lève la main, donc on va pouvoir donc, commencer. Ou alors, est-ce que je n'ai pas une vue générale de l'ensemble du dispositif? Voilà, je vois la main de Eric. Peut-être. Donc, Eric, on peut commencer par vous. Oui, merci. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. D'accord. Merci, Monsieur Nazoumou. Merci, Monsieur Al-Hosseini, pour cette présentation vraiment intéressante et qui montre qu'il y a, si c'était encore nécessaire, vraiment beaucoup de choses à faire dans le domaine de la gestion des eaux des mares et notamment en ce qui concerne les politiques publiques. J'avais juste 2 petits commentaires aux questions. Le premier, c'était, est-ce que, alors c'est peut-être un peu précis, mais je pense que c'est important, est-ce que dans l'évaluation de ce que rapportent les mares dans l'économie locale, vous avez pu évaluer ce que ça rapportait au niveau de l'usage pastoral? Je sais que ce n'est pas très facile, mais il me semble que c'est important puisque effectivement, on voit le nombre de troupeaux qui s'abreuvent aux mares à certaines saisons est vraiment important. Ma deuxième question, c'était
Aussi, comment vous faites pour intégrer donc, ces pasteurs qui sont mobiles dans les concertations, étant donné que leur présence n'est pas toujours... ça dépend vraiment des saisons. Donc, même s'ils sont intégrés dans les commissions foncières, comment est-ce que vous faites pour vous assurer qu'ils soient bien intégrés dans les discussions? Voilà, merci pour cette présentation encore et à bientôt. Merci beaucoup, Eric, pour ces questions, deux questions pertinentes. Je ne vois pas de main levée. Voilà, Boukari Salifou. Oui, Voilà. bonsoir. Merci beaucoup, Ousseini, pour vraiment la présentation qui était riche. J'ai juste une question, parce que vous parlez plus de la collaboration entre les partenaires USAID. Qu'en est-il de votre collaboration avec les services techniques? Quel type de collaboration vous avez pu mener avec eux, les services techniques? Est-ce que ça a été facile, difficile? Voilà, je sais qu'avec les partenaires RISE, bon, c'est les mêmes projets, programmes, mais quel est vraiment le niveau de collaboration dans la mise en œuvre de vos activités avec les services techniques? Et une seconde question, c'est vrai, la seconde. Est-ce que les bénéficiaires de vos activités, comment ils vous voient? Ils vous voient en tant qu'un seul programme, projet, ou bien en tant qu'Etargovi, PAM et autre chose? Merci. Merci, M. Boukari, pour cette question. On passe à Eric revient ou c'est une ancienne main qui est levée? OK, Youmfa. Non, c'est une erreur. Monsieur Youmfa, alors. Monsieur Youmfa à la salle. Si Monsieur Youmfa, votre micro est bien activé, mais on ne vous entend pas. Sinon, on passe à M. Hamadou en attendant que M. Youmfa, on puisse entendre M. Youmfa. M. Hamadou. Ok, merci bien. Un peu à la suite de la question de Salifou, justement, la collaboration avec les services techniques et quel est le mécanisme qui a été mis en place pour permettre justement aux services techniques et communautaires et communaux de pouvoir poursuivre cette action-là à la fin du projet. Merci. Merci, M. Hamadou. Est-ce que M. Youmfa, qui a désactivé son micro, nous entend maintenant? Oui, je vous entends. Vous me recevez, vous? S'il vous plaît, vous pouvez poser votre question? Oui, vous me recevez? Oui, on vous reçoit, on vous reçoit bien. OK. Bon, c'est par rapport à... bon, les mains, oui, elles sont multi-usages, c'est clair. Au niveau des différents usages, là, je n'ai pas vu trop développer la typologie de conflit dans ces multi-usages-là. Parce qu'on sait que généralement, il y a l'usage agricole, pastoral, piscicole, mais je n'ai pas vu les mécanismes de gestion de ce conflit autour de l'usage des mares. Je n'ai pas vu ça trop développé dans la présentation. C'est sûr, on a parlé de convention locale comme étant un des outils de gestion de conflit, mais on n'a pas trop senti le contenu, comment ça se passe, quoi. Merci beaucoup. On passe à M. Florent, s'il vous plaît. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'aurais une question qui va un peu avec ce qui a été déjà posé avant, sur quels sont les processus en fait pour la mise en place et le respect des règles d'usage sur ces mares. Je pense en particulier à deux cas, c'est l'usage des des produits phytosanitaires, pardon, qui peuvent se faire en maraîchage et qui sont malheureusement problématiques pour le pastoralisme. Et de même, le respect en fait, des délimitations. Comment sont fixées les délimitations des espaces pastoraux et comment s'assurer de leur respect? Est-ce qu'il y a des comités qui ont été mis en place? Quel est l'appui qui est apporté à ces structures? Merci beaucoup. Merci, Laurent, pour cette question. Je n'ai plus d'autres mains levées. M. Florent vient de passer, il va baisser sa main. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK, donc on va, s'il n'y a pas d'autres questions,
On va permettre donc aux panélistes d'apporter des réponses à ces questions déjà et on verra après s'il nous reste encore du temps pour comprendre notre contribution. Alors, la première question sur le PAM. Alors, la première question est adressée au PAM. Et cette question qui a été posée par Eric se rapporte elle se rapporte donc à l'usage pastoral de la mare. Est-ce que vous avez pu évaluer, je crois, si j'ai bien écrit donc la question, vous avez bien évalué la contribution donc, n'est-ce pas, des mares à l'usage, n'est-ce pas, pastoral. En quoi est-ce qu'ils peuvent contribuer de manière conséquente et peut-être sans doute en fonction de vos données les plus détaillées possibles. Le PAM. Est-ce que vous nous entendez, M. Abou? Abou, il n'est pas là. Alors, donc il semblerait que le PAM a eu des difficultés de connexion. Est-ce que dans le panel, quelqu'un pourrait répondre à cette question? Ok, oui, effectivement, c'est le PAM, ils m'ont appelé, ils ont eu des difficultés pour se connecter. Okay. Donc, par rapport à cette question, la contribution des mares dans les questions de pastoralisme, ce que je peux dire au niveau au niveau des mares, il y a eu aussi élaboration de conventions locales de gestion des mares. Et il y a aussi les plans d'aménagement et de gestion des mares. Dans ces deux outils, ces deux outils ont été élaborés de manière concertée avec tous les utilisateurs, et notamment les agriculteurs, les éleveurs, les pêcheurs. Tout le monde était associé dans l'élaboration de ces outils et aussi dans la mise en œuvre de ces outils-là. Donc, cela a permis, en tout cas, de clarifier un certain nombre de mares, de régler un certain nombre de problèmes autour des mares. Le premier problème, c'est d'abord que tout le monde soit d'accord sur le statut et la vocation de la ressource. Donc, il y a eu des échanges qui ont permis de clarifier ça au niveau autour des mares, ainsi pour permettre, par exemple, aux éleveurs d'accéder à la mare. Des couloirs de passage ont été identifiés et délimités en collaboration avec tous les acteurs. Cela permet en tout cas aux éleveurs d'accéder à la mare. Et normalement, selon ce que la loi a prévu, il y a une surface qui devrait être laissée libre pour l'agriculture autour des mares. Donc, les discussions qu'on a fait en tout cas avec les différents acteurs ont permis en tout cas aussi d'amener tout le monde à accepter, de respecter le pourtour autour de mares pour permettre aux animaux d'accéder à l'eau. Donc, l'ensemble de ces choses-là ont été faites et ça me mène pour répondre à la question je crois, là où Boukari a dit, quelqu'un a parlé de comment on a pensé aux pasteurs dans les conventions et autres là. C'est le même, c'est Eric. Continuez. Oui, donc, la loi a déjà prévu qui doit participer aux différentes commissions foncières. Particulièrement au niveau des éleveurs, la loi a prévu deux types de pasteurs. Les pasteurs qui sont sur place, qui ne bougent pas, et ceux qu'on appelle les transhumants, qui, durant une période de l'année, ils bougent et après, quand les conditions sont revenues, ils reviennent. Donc, dans la mise en place de ces structures, on a pris en compte cet aspect-là pour que les éleveurs sédentaires soient représentés et que les sédentaires qui font la transhumance aussi soient représentés. Parce que les sédentaires qui font la transhumance, ils ont leur manière de communication. C'est ainsi que, bien qu'ils sont partis ailleurs, ils ont des répondants au niveau local qui vont leur donner des informations par rapport à leurs besoins. Est-ce qu'ils peuvent descendre? Est-ce que les champs sont libérés? Donc, c'est ce répondant-là
qui donnent le signal. Et dès qu'ils donnent le signal, ils ont leur manière de le faire passer. Ceux qui sont très loin, ils sont informés. Voilà ce que moi je peux dire par rapport à ces deux questions. Je crois que les autres sont là, c'est pour compléter en cas de besoin. Oui, peut-être que puisque vous avez le micro, est-ce que vous pouvez continuer avec la question relative à la collaboration avec les services techniques? C'est bien ça? OK. OK, bonsoir. Monsieur Aya, donc, pour ce qui est de la collaboration avec les services techniques, et au niveau des activités du programme Wadata, en fait, tout ce qui est activités de mise en place des comités de gestion de mares, identification, et formation, même les types d'emploi, les espèces qu'on doit empoisonner ont été en tout cas échangées, ont été la direction de l'environnement, la direction régionale de l'environnement a été associée pleinement dans ces activités de mise en œuvre autour de ces mares-là. Donc, pour ceux qui est vraiment de Wadat, je pense que, comme les autres, je pense que la collaboration, elle est bonne, elle est vraiment parfaite. Parce que tout ce qu'on fait comme activité, ils sont vraiment associés dans cette démarche-là, quoi. Voilà ce que je peux ajouter par rapport à la collaboration pour ceux qui le ratent. Merci, M. Mara. Mais peut-être les autres, y a-t-il des difficultés quelque part? Certains ont-ils rencontré des difficultés ou des facilités supplémentaires? Je crois que c'est une question très pertinente, cette collaboration avec les services techniques. Quelqu'un voudrait-il ajouter parmi les panélistes? Nous avons... Bon. Je pense que oui, par rapport à la collaboration, c'est Kamissou. Oui, Kamissou. Donc, ce que je pourrais ajouter, dans le cadre de collaboration avec les services techniques déconcentrés de l'État, il y avait un dialogue que, en tout cas, déjà l'un des partenaires, comme a déjà été, avec les services techniques, notamment la signature de conventions d'accompagnement de suivi technique de nos activités autour de Marla. Je pense que comme signe de convention annuelle avec les services techniques, ça nous facilite en tout cas leur implication dans l'accompagnement des activités techniquement donc, qui représentent l'État dans notre sur le terrain concrètement. Donc, bon, c'est vrai, donc, dans toute collaboration, pas manquer quelques défis. Ce que nous avons constaté dans le cadre de notre collaboration avec les services techniques déconcentrés de l'État, c'est que, en fait, eux, ils sont beaucoup plus, ils sont sollicités, ils sont occupés souvent et dans le cadre d'accompagnement technique que nous constatons qui n'est pas très suffisant sur le terrain. Comme ils sont beaucoup plus sollicités quelque part par l'État, par d'autres partenaires et par nous aussi, nous avons constaté que, en tout cas, ils devraient encore développer, améliorer, renforcer beaucoup plus l'appui sur le terrain technique. Et permettez-moi aussi d'apporter quelques réponses par rapport à la deuxième question de Boukari Salifou, quand il demande comment les bénéficiaires nous voient. Est-ce que réellement ils nous voient individuellement ou bien donc ils ont internalisé cette notion vraiment de travail conjoint avec des visions communes, avec des objectifs communs. Et je pense que si vous constatez même quelques témoignages lors de cette présentation que certains bénéficiaires apportent, vous comprendrez que même dans leur dire, ils ne parlent pas uniquement d'un partenaire. Donc, ils ont internalisé ça, ils savent concrètement que nous avons la même mission, nous sommes là pour eux et que nous voient tous des acteurs qui sont là pour les accompagner à atteindre leur vision, leur objectif, c'est-à-dire la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans leur zone d'intervention. Donc, ça vraiment, c'est un acquis, en tout cas, que ce soit dans la zone de Wadata, dans la zone de Girma,
tous nos bénéficiaires, en tout cas, nous voient ensemble. Nous avons la mission commune partagée et nous travaillons conjointement à leur côté pour pouvoir vraiment les aider, les accompagner à changer leur vie. Je pense que ça, c'est un témoignage vraiment à saluer que nous avons accompli ensemble dans notre démarche, dans notre communication. On n'a pas voulu aller montrer qu'on veut atteindre l'objectif individuellement, mais ils savent bien que nous sommes là pour eux et chacun contribue de manière, en tout cas, proportionnelle pour atteindre l'objectif. Je pense qu'il y a aussi Amadou qui a posé une question. Vous voulez savoir le mécanisme que nous avons mis en place pour que les services techniques, les communes et les communautés assurent la durabilité de nos résultats de nos activités. Je pense que, comme nous l'avons dit, tout ce que nous entreprenons, nous le faisons avec les services techniques et surtout avec les autorités, les collectivités territoriales et les bénéficiaires. Et nous ne sommes pas allés en solo pour dire que non, nous avons un objectif en tant que projet, donc que pendant la durée de ce projet, nous allons atteindre et on disparaît. Non, je pense que nous allions aux stratégies nationales, donc qui sont qui sont à niveau national et aussi la stratégie régionale, et aussi les différents outils au niveau déconcentré, c'est-à-dire les plans de développement communal et aussi quelques outils au niveau communautaire aussi, parce que nous devons le souligner qu'il y a certaines communautés qui ont déjà des plans d'action pour leur développement. Donc, tout ce que nous entamons, vraiment, nous allions à ces outils, à ces orientations-là, et c'est ça qui garantit en tout cas l'engagement de ces acteurs-là, et ça ne sous-entend pas que nous sommes en train de poursuivre nos seuls objectifs. Donc, nous sommes en train de travailler avec eux, et nous avons le même objectif avec les services techniques. Je pense que nous sommes sûrs que même au-delà de la durée de nos projets, ils sont là déjà, ils sont au devant de tout ce que nous entamons, donc ils vont assurer en tout cas la durabilité. Je peux donner l'exemple, par exemple, des réunions de coordination au niveau communal qui se tiennent chaque mois, qui regroupent tous les acteurs de développement au niveau communal. Et donc, que le maire prenne le lead, que le maire assure le lead, qui regroupe tous les acteurs autour de nos activités. Chaque mois, ça se fait. Cela nous rassure que même au-delà de nos projets, donc c'est vraiment une routine et ils vont continuer vraiment à accompagner, à poursuivre l'élan que nous avons déjà jeté. Je pense que je peux laisser les collègues aussi des autres panélistes à pouvoir ajouter sur certaines questions. Merci. Donc, moi, je vais continuer. Il y a une question qui a été posée sur les typologies de conflits. Donc, à ce niveau, nous avons fait des actions beaucoup plus de prévention. n'est pas off. Je pense que nous avons perdu pendant un petit moment la salle. On est là, on est revenu. On a été déconnecté avec les collègues. On vous reçoit, Suzanne. On vous reçoit 5 sur 5. Je pense qu'on a perdu un tout petit peu tout à l'heure, donc M. Kamifou. Et on était juste au niveau où il disait que les autres intervenants aussi peuvent tenir sur le mécanisme donc, de poursuite des activités. On a fait une bonne partie, mais on ne va pas le reprendre. On verra avec M. Kamifou pour la synthèse après. Il y a une question sur la typologie des conflits qui n'avait pas été abordée et que M. Yonfa aurait aimé
n'est-ce pas, qu'on en dise un peu plus. Est-ce que l'un des panélistes pourrait prendre en charge cette question? Vous entendez? Vous nous entendez? On vous entend bien du côté de Niamey, mais je crois que le reste des panélistes s'est déconnecté malheureusement. Je ne sais pas si À l'enseigne peut-être? à l'Océanie peut-être. Avec moi, la typologie des conflits, mécanismes de gestion, c'est plutôt l'activité de CRS. Moi, c'est l'activité de Terobi, mais Saleh est mieux placé que moi. Malheureusement, il semblerait que nous avons des petits problèmes de connexion. Le professeur Nazumu s'est déconnecté également. Si vous pouvez, si vous nous entendez à nouveau. Ok, il semblerait effectivement qu'on ait des petits soucis au niveau de la connexion. On vous demande de patienter quelques instants de manière à voir s'ils peuvent se reconnecter et on présente nos excuses pour ce désagrément. Est-ce que vous nous recevez? On vous reçoit, oui, Abdel Nasser. Oui, est-ce que M. Saleh est en ligne? Saleh de Lille. Monsieur Saleh, est-ce que vous nous entendez? Suzanne, vous nous entendez là? Oui, on vous entend. Voilà, on aurait aimé que M. Saleh de Winrock puisse répondre à la question de Yunfa relative à la typologie des conflits et des mécanismes de gestion. Est-ce qu'il est en ligne? On a perdu Zandera. Ok. Monsieur Saleh, vous nous entendez? Apparemment, non. Je ne pense pas que Monsieur Saleh soit en ligne. Peut-être que nous l'avons perdu au niveau de la connectivité. Peut-être ce qu'on peut. On est en train d'essayer de le joindre au téléphone. Si on l'a, on pourra peut-être utiliser le micro pour que, il puisse répondre à cette question. Alors, je pense qu'on avait fait un tour donc des questions, mais il y avait une question de Florent relative au respect des usages et notamment la délimitation donc, de ces aires-là. Voilà.
Nazumu, est-ce que vous nous entendez? Et on est là. Vous êtes de Des usages, retour. notamment l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc, est-il du respect C'est eux qui t'ont C'est eux qui t'ont muté. Ah, c'est eux qui m'ont muté. Allô, vous nous entendez? Oui, on vous reçoit. Allô? Malheureusement, il semblerait que les problèmes de connexion persistent. Je vois que nous avons un intervenant, on est- Abdul Majid Ilyassou. On vous entend bien. Est-ce qu'il s'agit de la salle avec les présentateurs qui sont Oui. ensemble? Allez-y, Oui, on c'est vous bien. entend maintenant. C'est bien la salle, c'est bien la salle. On a 4 machines sur lesquelles on navigue, mais ça lâche à chaque fois. C'est pas grave. Donc, je disais qu'il y avait une question de Florent relative au respect justement des usages, au respect des règles et des délimitations qui auraient été faites. Est-ce que un des panélistes voudrait bien répondre à cette question? Alors, Ousseini a suggéré. Kamissou, vous êtes encore là? Kamissou? Non, maintenant c'est bon. C'est par rapport Mais à Saleh, voilà, Saleh, si vous pouvez répondre à la question relative justement au respect des délimitations, des usages justement des produits pesticides, mais il y avait aussi une question relative donc à la typologie des conflits et aux mécanismes de gestion. Si vous pouvez du coup aussi y répondre. D'accord. Donc, je vais commencer par les typologies de conflits. Donc, dès le début du projet, il y a eu des formations sur la gestion des conflits, notamment les structures communautaires comme le COFOCOM, chargées de jouer un rôle avec la chefferie traditionnelle. Et après ces formations, il y a eu l'élaboration des conventions locales. Et dans les conventions locales, on a profité pour... puisque dans les conventions locales, il y a effectivement des règles qui sont arrêtées et au cas où quelqu'un enfreint aux règles, il doit être amendé. Donc, il y a dans le comité de mise en œuvre des conventions locales quelqu'un qui est chargé de faire le suivi de respect des règles et au cas où les règles ne sont pas respectées, que les contravenants soient amendés. Donc, grosso modo, les types de conflits qu'on a constatés, il y a des conflits agriculteurs-éleveurs, il y a des conflits agriculteurs-agriculteurs, conflits agriculteurs, éleveurs-pêcheurs, conflits agriculteurs, comment on appelle ceux qui font les carrières, là, qui font les briques. Oui, donc, donc c'est ça les types de conflits qu'on a identifiés. Et pour chaque type de conflit, des dispositions ont été prises dans le cadre des conventions locales. Et pour que, en cas de problème, le comité de gestion de la convention locale puisse intervenir. Mais dans beaucoup de cas, l'accent a été mis beaucoup sur la prévention des conflits que de gérer les conflits, notamment en ce qui concerne les conflits agriculteurs et les verts. C'est le respect principalement des statuts des ressources naturelles, notamment les aires de pâturage, les couloirs de passage,
les mares. Donc, il y a eu beaucoup de séances de sensibilisation des différents acteurs autour de ces questions-là pour prévenir les conflits en respectant les statuts des différentes ressources naturelles. Donc, on a beaucoup mis l'accent sur cet aspect-là. Et par rapport aux engrais, les impacts des engrais, donc il y a eu plusieurs séances de sensibilisation qui ont été menées dans les différents villages, par les structures communautaires et par les conventions locales pour prévenir les impacts. Et dans les séances de sensibilisation, on dit, bon voilà, quand vous ne respectez pas les doses ou les types d'engrais recommandés, voilà ce qui va se passer. Et que tout le surplus en cas d'accès, ça va se retrouver dans l'eau, que ce soit l'eau de surface ou l'eau de la nappe. Et quand vous consommez ça, voilà ce qui va se passer. Donc, ces séances de sensibilisation ont permis aux gens de comprendre le danger. Et maintenant, les différentes structures chargées de sensibilisation essaient d'amener les gens à respecter les types d'engrais et les dosages. Donc, c'est sur ces aspects que nos différents projets ont travaillé. Et je ne sais pas, il y a quelques questions encore? Alors, en termes de questions, si je n'ai pas oublié, je pense, je pense que vous avez répondu à l'essentiel des questions, surtout avec les difficultés qu'on a eues, on est déjà overtime. Avec votre permission, sauf insistance peut-être de nos questions qu'on aurait omises, je vous inviterai donc à passer à la prochaine session de notre réunion. Cette question qu'on appelle donc une session de réflexion pendant à peu près 10 minutes. Je voudrais, n'est-ce pas, échanger avec les participants. Et qu'est-ce que nous allons faire dans cette session? C'est qu'il y a 2 questions que nous allons poser. Et nous souhaiterons donc avoir donc de retour des uns et des autres sur ces 2 questions. Et pour pouvoir donc répondre à ces questions-là, il y a un QR code qui vient donc d'apparaître sur votre projection. Essayez donc d'aller avec vos cellulaires qui sont connectés. Vous scannez le QR code. Donc, scannez le QR code et il va donc vous permettre d'accéder à la question. Et ensuite, donc, de marquer vos réponses directement. Donc, quand vous allez marquer les réponses directement, nous, on pourra donc avoir ces réponses-là en ligne. Et elles seront projetées et vous allez les voir. Donc, scannez le code et suivez les instructions. Vous y êtes, donc je fais la même chose. Hein? Donc vous scannez, après vous cliquez sur Open. Cherchez votre application QR code sur votre téléphone, l'application QR code. Et scannez ce QR code. Voilà. Donc vous allez donc voir apparaître ces questions. Voilà. Voilà la première question donc est affichée. Quels sont vos besoins en termes de soutien, apprentissage ou formation pour pouvoir utiliser cette approche donc, de synergie, de mise en œuvre donc, des activités entre plusieurs intervenants dans l'atteinte d'un même objectif autour, par exemple, des mares ou autour, sans doute, d'autres également ressources naturelles. Quels sont vos besoins en termes de soutien, d'apprentissage ou formation pour pouvoir utiliser cette approche, n'est-ce pas, de mise en œuvre des activités. Donc, normalement, si vous avez scanné le QR code, vous devrez pouvoir donc accéder, n'est-ce pas, à l'information ou à la question et vous répondez et nous, on va voir. Alors, si je regarde là, je vois bien la réponse de M. Rabdo qui dit que ce serait bien d'avoir un document qui récapitule cette expérience. Je pense que c'est une recommandation bien pertinente.
peut-être une synthèse justement de cette expérience, de l'essentiel de la démarche, mais également sans doute donc des difficultés et peut-être des écueils à éviter pour une bonne mise en marche donc de cette approche. Nous attendons d'autres réponses. On va dire, disons qu'on va prendre 5 minutes pour cette question. Donc, une documentation de la démarche. Voilà, tout est les deux réponses donc, autour de la démarche, toujours. Est-ce qu'on peut donc capitaliser? Voilà les réponses, comment ça arriver. Et je vois pour l'essentiel, en tout cas, 3 sur 4 donc, les réponses demandent une documentation sur la démarche. Nous avons également une autre réponse. On a plus besoin de cas pratiques pouvant nous permettre de bien appréhender ces actions, plus de cas pratiques. OK? Peut-être que le document également pourrait mettre en exergue justement quelques cas pratiques et peut-être des liens vers peut-être plus de détails sur des cas pratiques. Nous avons des réponses telles que la modélisation de l'approche pour former les différents services et les différentes ONG. Une sorte de modélisation de l'approche qui rejoint un peu la demande donc, de la documentation, une approche donc, qui pourra donc être soutenue par un document permettant aux uns et aux autres de mieux l'appréhender et de mieux la mettre en œuvre. On a aussi comme réponse organisation d'un voyage d'études sur les sites pour rencontrer les acteurs et les communautés bénéficiaires. Je crois que c'est une réponse très pertinente. Elle répondra sans doute aussi à certaines questions qui ont été posées sur, par exemple, comment est-ce que les communautés perçoivent, n'est-ce pas, les différents acteurs. Est-ce qu'ils le perçoivent en un seul et même acteur ou alors est-ce qu'ils voient la contribution des uns et des autres. On a aussi comme réponse, la documentation est vraiment la réponse la plus courante ici. Donc, documentation, modélisation du processus et voyage d'études. Voilà en synthèse donc les réponses que vous avez proposées en termes donc de besoins et de soutien. Voilà, on passe à la seconde question. La seconde question, vous avez sans doute pu y accéder, c'est quelles sont vos recommandations pour appliquer cette approche dans d'autres communes? Quelles sont vos recommandations pour appliquer cette approche dans d'autres communes, régions ou pays? Je crois que les réponses à la première question, certaines sont bien valables ici, et je vois bien la documentation sur l'approche qui réapparaît, ce qui témoigne de la pertinence de la nécessité justement d'avoir une documentation, peut-être un peu plus détaillée, mais en tout cas plus, qui constituera un support pour permettre donc aux autres de mettre en œuvre cette approche avec sans doute des étapes, aussi les différents acteurs, les démarches et sans doute les écueils et peut-être aussi quelques défis. Voilà, comme recommandation, encourager le partage d'expériences entre les acteurs, ce qui est vraiment l'objectif qui était recherché aussi à travers cet atelier. Comment est-ce qu'on pouvait encourager les différents acteurs donc, à partager leur expérience. Et je crois que l'objectif que nous avons visé, c'était ça, mais peut-être qu'on n'a pas assez de temps, mais je crois que c'est important. Vous qui avez mis en œuvre donc, des activités, sans doute en collaboration avec d'autres, partagez-en. Ça apportera sans doute davantage à notre démarche. Rassembler les acteurs en présence pour les encourager à suivre cette démarche. Voilà aussi une réponse qui me paraît très pertinente. Pourquoi ne pas rassembler le maximum des acteurs en présence dans une région, dans une commune ou dans le pays pour partager cette démarche-là? Je sais que par connaissance, il y a des cadres qui existent déjà, par exemple dans le secteur de l'adaptation. Il y a des cadres de concertation qui peuvent permettre de rassembler donc, les différents acteurs en présence, par exemple dans une commune ou dans une région, pour partager l'approche et peut-être aussi recueillir leurs expériences et tirer, ou en tout cas produire un document le plus pertinent possible et le plus holistique possible sur la démarche de la synergie, de la collaboration dans les actions pour plus donc, de résultats et plus d'impact dans la vie de nos communautés.
Une autre réponse qui vient d'arriver, c'est organiser des rencontres pour partager les résultats, oui, réellement obtenus avec les autorités à tous les niveaux. Accent particulier ici sur les autorités, partage avec les autorités. Il me semble que c'est extrêmement important. Parce que tout à l'heure, il y avait une question sur la collaboration avec les autorités. Et nous savons que la réussite aussi de nos activités dépend de cette collaboration parce que quelque part, ils ont cette mission régalienne d'apporter un appui aux communes, mais également donc, aux différentes régions. La vulgarisation à travers des systèmes d'information existants afin de faciliter l'accès et l'adaptation. Vulgarisation, dissémination. Les projets qui ont mis en œuvre cette approche devraient se rapprocher des services techniques pour voir comment appliquer cette démarche à plus grande échelle. La mise à l'échelle, donc, peut-être avant, après, sans doute, la documentation, après le partage, après la reconnaissance d'amélioration ou des propositions, n'est-ce pas, de synergie davantage. Une autre réponse, analyser cette approche selon les critères ou conditions de mise à l'échelle, compléter cette analyse par des évidences, chiffres financiers, est très pertinent parce que très parlant. Et je pense que l'une des questions relatives à l'impact, par exemple, sur le global tout à l'heure, faisait sans doute allusion aussi aux aspects d'impact économique. Donc, chiffres financiers et économiques avant vulgarisation, c'est tout à fait normal qu'on puisse savoir à peu près qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça coûterait, de manière à ce que chaque partenaire puisse s'investir en connaissance des causes. C'est bien de connaître les réalités des zones pour mettre en œuvre cette approche. Très pertinent également. Les réalités peuvent en tout cas être différentes selon les zones, selon peut-être aussi le secteur d'intervention. Et je crois que peut-être une typologie, peut-être des réalités des terrains et peut-être permettra de mieux peut-être cibler l'approche ou alors de mieux l'adapter ou la réadapter aux besoins. Voilà, je pense que nous avons passé à peu près 5 minutes, mais vous pouvez continuer à nous envoyer, n'est-ce pas, vos réponses sur ces éléments. Merci à tous. Il est exposé ici, donc le site web sur lequel vous pouvez trouver donc, ces éléments-là, avec un email, n'est-ce pas, qui est là, qui vous permet, auquel donc, vous pouvez écrire pour avoir ces éléments. Voilà un peu pour ces questions-réponses. Je voudrais vous remercier donc au niveau de au nom de l'USAID pour avoir bien voulu vous prêter à ce jeu de questions-réponses et surtout pour avoir contribué donc à travers vos questions, mais également à travers les réponses que vous avez suggérées aux deux questions que nous avions posées. La prochaine étape, l'avant-dernière étape de notre atelier, c'est celle donc de voir, entendre le retour donc des acteurs Terre Eau Vie, mais également Wadata et que sais-je aussi le PAM, si vous êtes en ligne, quel est votre retour sur les recommandations et les expressions de besoins qui viennent d'être, n'est-ce pas, lues et proposées par les participants. Alors, je donnerai la parole aux différents panélistes. Je vais peut-être commencer par Terre Eau Vie. Quel est votre retour par rapport à ces recommandations et à ces besoins de soutien? Merci, professeur. Comme vous avez déjà eu à le dire, c'est réellement très pertinent. Nous ne pouvons remercier que les participants par rapport à ces acquis, du moins par rapport à ces ajouts-là qu'ils ont faits, que nous allons considérer effectivement pour une meilleure capitalisation, une meilleure mise à l'échelle. Donc, on pourra effectivement améliorer mieux, en tout cas ce qui a été fait. Et avec les ajouts qui viennent d'être faits, je pense qu'on se retrouverait avec les partenaires avec lesquels on a déjà travaillé, on est en train de travailler pour pouvoir affiner effectivement l'approche et pouvoir proposer en tout cas, je ne sais pas, un guide, un document quand même qui pourrait effectivement servir de base de travail pour d'autres partenaires. C'est ce que je pourrais ajouter, prof. Merci. Merci beaucoup à l'enseignant au nom de WinRock et de l'activité Terre Eau Vie. Est-ce que le PAM, CRS ou Wadata aurait quelque chose à rajouter?
Oui, quelqu'un voudra ajouter parmi les panélistes, Kamissou Oui, merci. En fait, je pense qu'Alocène l'a bien dit. Les retours à l'issue de ces discussions, les retours des participants, je pense que nous avons bien noté et nous avons en tout cas apporté quelques réponses. Mais nous avons compris que c'est aussi des points qui pourraient améliorer notre présentation. Donc, comme Alocène l'a dit, nous avons bien noté et nous allons prendre en compte toutes ces recommandations ou tous ces points sur lesquels nous avons discuté et nous pensons que ça va améliorer notre document de capital, notre approche civique. Et je pense que nous allons intégrer cela et vous aider avec un document qui tient en compte en tout cas toutes les réponses à ces points et dans un bref délai, je pense. Merci. Merci beaucoup, Kamissou. Merci. Et je vois bien ici le lien qui vous est donné, si vous pouvez trouver un peu de temps donc, pour répondre donc, à ce bref questionnaire-là. Ici, donc, voilà. Je ne sais pas si je me trompe, mais le lien vous ramène donc sur un questionnaire auquel on souhaiterait bien que vous puissiez donc, répondre. C'est bien ça, Suzanne, si je ne me trompe pas? Oui, absolument. Et on enverra Voilà. ça par email également après la session. Exactement. Donc, allez-y sur ce site-là qui est donné là. Et puis, donc, voilà, on va vous envoyer ça par mail pour que vous répondiez tranquillement, peut-être demain. Le plus rapidement possible. Je pense que notre timing de réunion par des organisateurs, je voudrais simplement résumer avant donc de clore la session. Je voudrais rappeler ici que l'objectif était sur la base d'une expérience qui a été initiée par le projet RISE 2 à travers son activité résilience accrue au Sahel, en collaboration avec ProAge, mais également en collaboration avec d'autres projets qui sont financés par l'USAID et aussi avec le programme alimentaire mondial. Des activités ont été mises en commun, en tout cas réalisées ensemble en synergie autour de la mise en valeur, n'est-ce pas, de la gestion des mares, particulièrement dans la région de Zander, mais pas seulement. Et que cette expérience inédite a permis, n'est-ce pas, de tirer des leçons très, très, très pertinentes. La principale leçon qu'on peut retenir, c'est qu'elle valorise davantage les résultats avec plus d'impact au niveau de nos communautés. Et c'est tout à fait normal parce que c'est des synergies en termes de moyens, mais synergies aussi en termes d'innovation. Et c'est donc une approche qui me semble ici très pertinente pour la mise en œuvre de nos activités si nous souhaitons avoir donc plus d'impact. Ces activités sont nombreuses. Elles vont donc du renforcement des capacités des institutions communales, mais également de l'utilisation des outils. Je disais donc au début de la réunion que le Niger a adopté la GIR comme politique nationale en matière de gestion des ressources en eau. Il a mis en œuvre également et mis en place une institution qui est le Code rural pour la gestion des terres. La mise en synergie de ces deux politiques ne peut que nous permettre, n'est-ce pas, de mieux générer nos ressources en eau, mais les ressources naturelles de manière générale pour atteindre les objectifs, n'est-ce pas, de développement, mais surtout les objectifs de la sécurité de l'eau pour la sécurité alimentaire et pour le bien-être de nos populations. La mise en commun des moyens des uns et des autres pourra sans doute d'aller encore plus vite dans la tête des objectifs du millénaire, n'est-ce pas, pour le développement, mais aussi surtout qu'elle peut nous permettre, n'est-ce pas, de partager nos capacités pour pouvoir atteindre ces objectifs. Sortons donc de notre logique habituelle peut-être des interventions individuelles. C'est la proposition que Terre Eau Vie fait pour pouvoir, n'est-ce pas, atteindre plus d'objectifs ici. Et comme vous l'avez dit dans la séance de questions, il y a quelques améliorations à apporter dans le document et surtout de produire donc cette approche à travers un document qui sera donc renforcé et partagé entre les différents acteurs. Voilà ce que je retiens un peu de cet atelier, de cette présentation. Et il ne me reste plus qu'à vous remercier encore une fois au nom du
projet RISE 2 et de l'USAID sans doute, n'est-ce pas, pour votre attention et surtout d'être resté pendant ces 1h30 d'échanges que nous souhaiterons donc être initiateurs, n'est-ce pas, d'autres échanges que nous pourrons réaliser plus tard. Merci à tous, merci infiniment et à très bientôt sans doute. Merci. Merci. Merci à tous. Ok, merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.